Bienvenue dans le podcast En route vers le voyage. Je m'appelle Stéphanie et je suis une férue de découvertes, d'aventures et de voyages. Aujourd'hui, c'est le deuxième épisode de notre série avec Maëva et Guillaume qui commence par leur ressenti vis-à-vis de leur famille. Ils nous racontent également leur organisation et comment ils ont pu rester presque 2 ans alors que ce n'était pas prévu. Bonne écoute! Et oui, par rapport à votre famille, comment vous vivez le fait d'être éloigné et le fait de ne pas pouvoir voir vos proches aussi souvent que vous aimeriez? Je suis pas très famille, donc moi ça allait. Et Maëva c'est pareil. Ouais, on s'entend bien avec notre famille, mais c'est vrai qu'on n'est pas très proches, on se voit pas hyper souvent. Moi j'ai mes parents à l'étranger, donc c'est sûr que je sois en France ou pas, ça change pas grand chose à notre relation. Et toi t'es pas hyper proche de ta famille non plus. Je suis pas fusionnel, donc, je m'entends bien avec eux, mais c'est... voilà. Ça nous a pas gênés pendant le voyage. Pareil avec les amis, évidemment il y avait des moments où ils nous manquaient, où on avait envie de les voir, etc. Mais ça nous a pas énormément affectés, contrairement à des gens qu'on a rencontrés qui vivaient très mal l'éloignement avec leurs proches et leur famille. Mais je pense que c'est des gens qui devaient souvent voir leur famille, ils devaient faire plein de choses ensemble et du coup ils ont un peu mal vécu l'éloignement. Et il y en a même qui sont rentrés à cause de ça, parce qu'ils vivaient trop mal la distance avec leurs proches. Donc ça, encore une fois, je pense que ça dépend des gens, mais nous en tout cas ça nous a pas trop perturbés pendant le voyage. Je pense que c'est les caractères des gens. Ouais. Alors après c'est vrai que nous, il n'y a aussi. pas grand monde qui est venu nous rejoindre, à part mon frère et mes parents qu'on est allés voir parce que c'était sur notre trajet. Ton papa est venu nous rejoindre une fois. Mon papa est venu nous rejoindre. Sinon, il n'y a pas grand monde qui est venu, alors qu'il y a souvent des voyageurs qui se font rejoindre par leurs proches, par leurs amis, etc. Donc je pense que ça reflète aussi la relation qu'ils ont avec leurs proches. Mais du coup, nous, ça nous a pas manqué plus que ça. Le chat nous a manqué, ouais. C'est horrible à dire, mais il nous a beaucoup manqué, ouais. Comment il s'appelle ce chat? Il s'appelle Gris-Poil, Gris-Gris pour les intimes. Ouais. Il est avec vous là? Là, il est chez ses parents. Il est venu un mois, mais il est reparti. Il est en pet sitting chez ses parents ad vitam aeternam maintenant. Que la famille, ça va, ça vous manquait pas trop, les proches non plus? Non, ça allait. Bon, on était très contents de les revoir, évidemment, mais ça, c'est pas ce qui nous a fait rentrer. Avec les technologies actuelles, on peut se parler où on veut, quand on veut, en visio. Et je pense que ça aide ça déjà à éviter un manque, plus ou moins, qu'à certaines époques où il n'y avait pas internet. Et là, je pense que le manque devait être plus grand parce qu'ils se parlaient pas tous les jours ou par téléphone de temps en temps. Mais là, c'est vrai que dès qu'on a internet, et internet est partout sur la terre entière, donc tu peux parler, envoyer des messages, résoudre les problèmes à distance s'il y en a. C'est beaucoup plus pratique, quoi. Je pense que ça y fait ça aussi. Donc vous n'avez pas eu de sentiments tristes de ne pas être là À certaines périodes, si. C'est vrai qu'à Noël, on le ressentait quand même, parce que c'est la période qui fait que tu as envie d'être avec tes proches et ta famille. Mais au final, on l'a toujours fait avec des voyageurs, on a toujours passé un bon moment. Donc non, ça va. C'est des petites périodes un petit peu plus moroses, mais pas méchants. Donc ça va. Ça va. Et vous avez rencontré beaucoup de monde sur ce voyage? Ah bah oui, toi déjà, premièrement, si on est là ensemble aujourd'hui, c'est parce qu'on s'est rencontrés en voyage. C'est ça. Et on a rencontré beaucoup de personnes et on a gardé contact surtout avec beaucoup de personnes. Même si c'est des gens qu'on a croisés parfois à peine quelques heures ou quelques jours dans notre vie, il y en a beaucoup qu'on a retrouvés en rentrant en France et ça, je trouve ça génial. C'est des relations inexplicables. C'est pas comme des amitiés qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours. En voyage, c'est différent. C'est pas le même environnement. On n'est pas dans ces zones de confort. Et du coup, l'interaction avec les gens est plus forte. On a la même passion aussi, donc on se dit qu'on a peut-être beaucoup de choses en commun de ce côté-là. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'aussi on rencontre des gens qu'on n'aurait certainement jamais rencontrés dans la vie de tous les jours parce qu'on vient pas déjà du même endroit, ni du même milieu, ni du même contexte. Ça coupe toutes ces barrières. Et voilà, ça enlève tout ça et il n'y a qu'une chose qui reste, c'est la passion du voyage. Et ça suffit en fait à rapprocher les gens. Et vous arrivez vraiment à revoir beaucoup de monde? La semaine dernière, on était en Suisse chez des copains qu'on a rencontrés 4 jours en Polynésie il y a 1 an. Voilà. C'est génial. Et pour la petite anecdote, Guillaume m'a demandé en mariage en Polynésie. Et ce couple d'amis se sont aussi fiancés en Polynésie quelques semaines après nous. Et nous, on se marie l'année prochaine en juillet. Ils sont évidemment invités à notre mariage parce qu'on s'entend super bien. Et eux se marient 1 semaine après nous et on est aussi invités à leur mariage. Donc c'est très fort et très puissant et on est hyper contents de les avoir dans notre vie.
qu'on n'aurait certainement jamais rencontrés C'est si on ça. n'avait pas voyagé. Ça, c'est vraiment génial. La magie du voyage. La magie du Quand voyage. ça se passe comme ça, effectivement. Et donc, vous avez envie de continuer à voyager après ce mariage, j'imagine? L'envie nous quitte pas. Je crois qu'il n'y a pas une semaine où on parle pas de voyage, même peut-être pas un jour où on parle pas de voyage. Donc on ne sait pas quand exactement, on n'est pas sûr de la destination, mais on est certain de repartir. On sait qu'on ne veut pas faire notre vie en France, en tout cas pas pour l'instant. Et on a qu'une envie, c'est de se revoir en vadrouille avec nos sacs à dos sur le dos. On vous a jamais dit, mais quand est-ce que vous arrêtez de voyager? Si. Quand est-ce que vous vous bien posez? sûr. Si. Bien sûr qu'on a cette réflexion tout le Ouais. temps. Ah bah ça y est, retour à la réalité. On va pouvoir vous poser. La réalité. Voilà, Ouais. la réalité. Pas la réalité de tous visiblement, mais... Du coup, on répond qu'on va retourner à notre réalité à nous. Ouais, que pour nous, c'est le voyage, c'est devenu notre quotidien et que justement, pour ce qu'on est en train de vivre actuellement, c'est pas vraiment notre réalité. On le fait parce que faut bien retravailler, gagner un peu d'argent, mais le but de tout ça, c'est de repartir. Même si ça plaît pas aux gens, on s'en fout. C'est nous, c'est notre bonheur, et si les gens nous comprennent pas, et tant pis pour eux. Il faut de tout pour faire un monde, des gens qui voyagent et d'autres non. Voilà. Exactement. Et donc, comment vous faites pour partir en voyage comme ça? Vous avez mis de l'argent de côté, vous travaillez aussi en voyageant, ou comment vous vous organisez? Il y a eu un peu les deux. Bien sûr, on a mis beaucoup de côté avant. Moi, j'ai vendu ma maison que j'avais, les voitures. Et on a tout plaqué, en fait, le travail, tout ça. Et après, en voyage, on a eu des opportunités de travailler en Polynésie. Tous les deux. Puis moi j'ai fait, vu que je montais des vidéos de plus en plus, j'ai eu une opportunité de monter des vidéos en Tanzanie, donc pareil je l'ai fait. Et là on a fait plus un troc que payé, mais voilà c'était éparse, mais ça s'est fait un peu comme ça. Après le voyage on ne pensait pas du tout travailler, donc c'était vraiment des opportunités Oui, qui la se présentaient. Polynésie, c'était pas du tout prévu. Non, ah oui. En fait, on faisait du woofing là-bas, donc on était logés et nourris contre quelques heures de travail sur la journée, donc ça c'est pas rémunéré, mais c'est ce qui nous a permis d'y voyager longtemps sans se ruiner. Et en fait, j'ai eu l'opportunité de travailler comme veto. On m'a proposé de faire un remplacement d'1 mois. En plus du woofing Non, justement, on a arrêté le woofing à ce moment-là pour que je puisse travailler comme veto, et Guillaume a eu l'occasion de travailler avec un copain qu'on s'est fait là-bas. Dans une entreprise de tout travaux, donc il avait aussi un salaire, et ça nous a permis de rallonger le budget pour voyager plus longtemps. Sans ça, on serait probablement rentré plus tôt. Mais ça, c'est une chance, hein. On n'a pas du tout cherché, ça nous est tombé dessus comme ça. C'était pas au programme. À la base, on avait un budget, on s'était dit on voyagera le maximum de temps possible jusqu'à ce qu'on ait plus de budget. On devait voyager un an. Et du coup, la Polynésie nous a permis de prolonger de pas mal, quoi. Et vous deviez faire que 1 an, comme tu dis, et vous avez fait 20 mois finalement, grâce à presque la Polynésie. 2 ans. Ouais. Grâce à la Polynésie, puis grâce au fait qu'on soit allé à Hong Kong chez mon papa et à La Réunion chez ma maman. Donc en fait, ça faisait quasiment 2 mois où on n'avait pas de logement à payer, où du coup on mangeait chez mes parents, donc on n'avait pas beaucoup de dépenses. Et la Tanzanie, comme disait Guillaume, où on n'a quasiment rien dépensé non plus, parce qu'en fait, il vendait ses services de vidéaste contre, encore une fois, le logement et la nourriture. Donc un peu comme un woofing, si on veut. C'est ça, un woofing de luxe. Voilà, c'est exactement ça, qu'on n'aurait jamais pu se payer si c'était pas ce genre de troc. Donc ça nous a permis encore une fois de prolonger le voyage sans trop dépenser. Mais oui, c'est vrai génial, que le budget, c'est le nerf de la guerre, et c'est ce qui fait que souvent les gens sont un peu réticents à ce projet, c'est que c'est beaucoup d'argent pour un projet, mais c'est beaucoup d'argent pour beaucoup de temps aussi. Pour parler crûment, on avait un budget d'à peu près 15 000 € par personne pour 1 an, ce qui est en général le budget annoncé par Tour du Mondiste pour les gens qui font ce genre de voyage. Donc on est bien resté dans le budget pendant tout le long de l'année, et puis avec toutes les opportunités qu'on a eues, on a pu prolonger de quelques mois. En voyageant en backpack. Oui, en voyageant en backpack, bien sûr. Et vous faisiez attention aussi à prendre les logements les moins chers. On mangeait dans la rue, des petits boui-boui. Rarement d'alcool. Oui, voilà, on limitait les dépenses uniquement aux activités qui nous étaient indispensables. Donc, Puis en regardant, c'est ce qu'on dépense en France sur 1 an quasiment. Donc finalement, ça va quoi. Enfin, on voyage. C'est un peu kiff-kiff finalement. Oui, c'est sûr qu'avec un loyer en France, les assurances voitures, etc., les 15 000 €, on les dépense dans l'année. C'est juste que là, la différence, c'est qu'on n'a pas de revenus, mais si on a pu mettre cet argent de côté, on l'utilise comme on veut. C'est ça. La différence, c'est qu'il n'y a pas de revenus et que t'as rien à toi au final. T'as que ton sac à dos, et ton sac à dos, c'est ta maison. C'est ça. Que quand t'es en France, t'as une maison, peut-être pas la tienne, mais tu loues une maison, t'as un toit.
C'est C'est notre style de différent, vie. ouais. C'est différent. Et là, pour la suite, vous avez déjà budgété quelque chose ou non Pas vraiment. Non, Pas on a encore. Parce qu'en fait, le but là, ce serait de repartir pour éventuellement s'installer à l'étranger. Donc c'est pour ça qu'on jamais prévoit. revenir. Voilà. En tout cas, pas pour les prochaines années. On aimerait bien éventuellement retourner en Polynésie ou peut-être faire un PVT en Australie. Mais du coup, on n'a pas besoin d'avoir un aussi gros budget que celui qu'on avait quand on est parti la première fois. Parce que le projet n'est pas le même. Oui, c'est moins conséquent. On n'a pas besoin de remettre 15 000 € de côté pour repartir, vu que l'idée, ça serait de retravailler relativement rapidement une fois qu'on serait parti. Donc là, vous allez quand même travailler après sur place et Voilà. avoir des revenus. Ouais. Ouais. Voilà. Et Ouais, c'est un autre style. vous allez chercher du travail dans votre domaine ou pas vraiment forcément Bah si quand même, parce que moi en tant que véto je trouve relativement facilement, surtout en Polynésie où il y a pas de vétérinaire polynésien, donc ils ont besoin de toute façon de métropolitains, et j'ai vu que je trouvais facilement, donc je sais que c'est la facilité pour moi de pouvoir bosser dans ma branche, mais je suis pas sûre de continuer à faire ça toute ma vie. Si j'ai l'opportunité de faire autre chose en Polynésie, ça me dérangerait pas. Comme quoi? Oh bah, on parlait l'autre fois de vendre des smoothies en Polynésie parce qu'ils ont plein de super bons fruits et ils n'ont pas de smoothies. Alors que ça, c'est ce qu'on trouve partout en Asie. Tout le monde raffole de ça et là-bas, ils en ont pas. Et du coup, on se dit, mais en fait, ça marcherait super bien. Il fait beau, il fait chaud, ils ont des bonnes mangues et ils en font rien. Donc, c'est une idée à exploiter. En Polynésie, tu fais un peu ce que tu veux, ça marche plus ou moins. Il faut avoir un peu de volonté, un peu de motivation et ça peut marcher, ouais. Je peux vendre mes vidéos, ça peut marcher aussi. Je suis bricoleur, ça peut marcher aussi. On a plein d'idées, voilà. C'est bien. Une fois sur place, je suis sûre qu'on trouvera toutes les opportunités qu'on veut. Il faut juste se lancer. Tu peux être veto, genre en Australie aussi C'est autre chose. Il faut une équivalence. Je pense que ça doit être possible. Je ne me suis pas renseignée plus que ça, mais je sais que dans les autres pays non francophones et non français, c'est plus compliqué parce qu'il faut passer une équivalence que j'ai pas envie de passer parce que j'ai pas envie de me remettre dans des études ou quoi que ce soit. Mais si je peux bosser dans des pays francophones dans ma branche, c'est pas plus mal, quoi. C'est pour ça que vous privilégiez la Polynésie. Finalement. L'Australie, si on y va, ce sera pour faire un PVT et moi je ne bosserai pas comme veto, quoi. D'accord. Après, la Polynésie, c'est un coup de cœur quand même qu'on a eu. On s'y sentait bien, même en dehors du travail, on s'y sentait bien, et même avec le travail, on s'y sentait bien, donc l'ambiance nous correspondait là-bas. Ouais, ça c'est chouette. Et vous avez vu beaucoup de touristes là-bas ? Oui, des touristes justement, et pas beaucoup de voyageurs. C'est important de faire la différence parce que c'est pas du tout le même type de personne. Justement, c'est quoi la différence ? Alors, le touriste, il est là en vacances pour profiter un maximum. Il a souvent pas beaucoup de temps, il a envie de voir plein de choses, de faire plein de choses, de profiter à fond. Et c'est pas de sa faute, entre guillemets, il a pas le choix que de faire comme ça. Alors que le voyageur, en général, il prend plus son temps. Il accepte d'avoir des moments où il fait rien, de se laisser porter, de changer de plan au dernier moment parce qu'il a le temps de le faire. Et du coup, c'est pas les mêmes rencontres. On le sent tout de suite quand on rencontre un touriste, c'est pas péjoratif quand je dis ça, c'est juste qu'on voit qu'on n'est pas du tout sur le même type de voyage. Et en Polynésie, on a rencontré beaucoup plus de touristes que de voyageurs. C'était assez rare, les voyageurs. C'est pas le même budget, donc c'est sûr que c'est pas une destination de backpacker tour du monde en général. Ça, c'est plus dans la classe touriste que backpacker. Et ailleurs, est-ce que vous vous êtes senti des fois un peu touriste ou pas ? À certains endroits. Oui, c'est sûr que du point de vue des locaux, je pense qu'eux ils font pas la différence. Les étrangers, de toute façon, c'est tous des touristes, qu'ils soient voyageurs long terme ou pas. Mais je pense que le fait d'être voyageur backpack, ça nous permet de rencontrer plus de gens. Parce que du coup, souvent, dans des petites guest house tenues par des locaux ou dans des petits boui-boui, etc. Chose qu'on fait en général pas trop quand on est touriste parce qu'on a justement envie de se reposer dans un bel hôtel avec une piscine et tout ça. Et du coup, nous, on a plus ce contact avec les gens. Les locaux. Avec les locaux. Et c'est une forme différente d'échange avec les locaux, quoi. C'est vrai. Enfin, j'y pense, mais parce que moi, quand je suis partie en Asie, et que j'ai fait toute la partie Vietnam, on était tous entre guillemets voyageurs et backpackers, mais j'ai l'impression d'avoir suivi le même chemin que tout le monde et d'avoir fait exactement la même chose que tout le monde.
Et du coup, je me dis, est-ce que c'est vraiment ça le voyage finalement? Enfin, est-ce que je veux que ce soit ça mon voyage? Je sais pas si vous avez ressenti ça des fois ou à des pas, moments, on le sent qu'on suit les lignes touristiques, hein. Mais il faut savoir aussi sortir des sentiers battus. Des fois, ça nous arrivait de faire des trucs. On se dit, ah non, ça va, c'est trop touristique. On le zappe et on va faire un truc lambda. Et c'est là où on faisait les plus belles rencontres ou de voir de plus beaux paysages, des trucs comme ça, quoi. Je pense qu'il faut pas avoir peur de sortir des sentiers battus surtout. Ouais. Mais bon, des fois c'est compliqué oui, aussi, c'est compliqué, parce qu'il n'y a pas forcément de transport en commun. Non, ouais. Il n'y a pas forcément de moyens faciles d'aller à certains endroits plus reculés. Oui, et puis c'est vrai qu'il faut les connaître ces endroits, parce qu'avec Instagram maintenant on voit un petit peu ce que tous les voyageurs font, et c'est vrai que beaucoup font la même chose parce que c'est un joli coin, parce que voilà, on en parle, etc. Et ça demande un petit peu d'effort de chercher autre chose, de voir qu'il y a quand même d'autres coins jolis, même puis si on n'en parle pas. En discutant avec des voyageurs, quand on était à la frontière de la Chine, au Nord-Vietnam, où il y avait une cascade à faire qui était connue quand même, mais c'était pas le point touristique à faire. C'était pas facile d'accès. Et on y allait. On y allait en bus, moto. Ouais, c'était en bus, et puis après on avait loué une moto pour aller jusqu'aux cascades. Donc c'était quand même un petit peu compliqué. Oui, et ça se faisait. On était tout seul. Il n'y avait personne. Parce que justement, comme ça sort un peu des sentiers battus, les gens ils font pas le détour jusque-là. Et encore une fois, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est que nous on avait le temps de faire ce détour. Ça. Quand tu es là que pour 2 ou 3 semaines, tu vas pas faire un détour de 4 jours pour voir une cascade, quoi. C'est ça, tu vas à l'essentiel. C'est vrai qu'il y a des fois on suivait les sentiers touristiques, et puis quand on avait l'occasion et qu'on découvrait quelque chose de différent, on se disait tiens, pourquoi pas aller là plutôt qu'à tel endroit, si on avait l'opportunité d'y aller. C'est les moments à saisir sur le voyage, c'est pas à prévoir souvent, c'est en discutant ou et c'est là où c'est intéressant de ne pas prévoir à chaque fois son itinéraire, etc. Parce que ça laisse place l'opportunité. Et d'ailleurs, pour revenir sur cette cascade, si je me souviens bien, c'est un voyageur israélien au Laos qui nous en a parlé, qui lui venait du Vietnam en moto, et quand on avait discuté avec lui et qu'on lui avait dit on va au Vietnam après, il nous a dit il faut absolument que vous alliez voir telle cascade. Et en fait c'est suite à ça qu'on a entendu parler de cette cascade qu'on ne connaît pas, qui je crois s'appelle la cascade Ban Giok, si je dis pas de bêtises. Et en fait, si lui ne nous en avait pas parlé, on n'aurait jamais eu l'idée d'y aller. Donc effectivement, le parler avec les autres voyageurs de leur expérience, ça peut être très fructueux. Puis, en Asie, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui voyagent en moto. Et ça, c'est plutôt facile pour l'Asie. Et c'est là où tu peux sortir des sentiers battus. Donc tu mets un point où tu veux et tu vas voir ce qui se passe là-bas, quoi. Il faut savoir conduire. Oui, voilà, après il faut savoir conduire. Ouais. Ça c'est sûr. Mais voilà, c'est vrai qu'en Asie c'est facile pour ça. Les motos, tu en achètes une pas trop cher et tu peux vadrouiller, quoi. C'est ça qui me manque. Le permis moto déjà. Ça même le scooter. Je te rejoins, je suis bien contente d'avoir un conducteur, parce que moi je pense que je ne vadrouillerai pas toute seule en moto. Donc je te comprends. Faut être à l'aise. Faut oser un peu plus, oui. Donc ça se fait, voilà, ça peut se faire. C'est pour ça qu'on a fait pas mal de choses avec Thibaut et Justine, parce que du coup ils étaient 2 à conduire. Donc il y en a un qui me prenait derrière et il prenait 2 motos, enfin 2 scooters. C'est pratique. Et ça c'était génial, j'ai bien apprécié. C'était sympa d'avoir un chauffeur. Qu'est-ce que ça vous a apporté tout ce voyage en fait? Est-ce que énormément. Vous avez grosse question là. Ça nous a changé déjà. Surtout la façon de penser, la façon de consommer, la façon de voir le monde. Je pense que ça nous a ouvert l'esprit. Ouais, ça nous a ouvert l'esprit. On est plus tolérant, on est plus patient. On se rend compte qu'en fait, dans notre quotidien, on se plaint de tout, qu'on est très, très critique sur tout ce qui se passe. Alors qu'en fait, quand on voyage, on réalise que tout ça n'a pas d'importance. Le plus important, c'est la vie de tous les jours, c'est d'avoir à manger, d'avoir un toit. Et c'est vrai que ça, on ne s'en rend pas trop compte dans notre quotidien occidental. En Europe, Et quand on voyage et qu'on voit un peu comment ça se passe ailleurs, on se dit putain, qu'est-ce qu'on a de la chance quand même d'être en France. Et du coup, la santé, l'éducation, toutes ces choses qui nous paraissent dues, alors qu'en fait, c'est vraiment une chance dans nos pays d'avoir accès à tout ça. Et du coup, j'ai l'impression d'être beaucoup plus reconnaissante de tout ce que je vis tous les jours et de la chance que j'ai de ne pas avoir de soucis, quoi.
Enfin, de Et- soucis de manière générale, de et- pas et- de payer et- en guerre, de ouais. pas être dans un Voilà, pays d'être pauvre. en France, d'être né français, ça. C'est vrai D'avoir qu'on un se sent passeport français, ouais. avantagé, hein. On s'en rend pas compte, mais on est beaucoup plus libre que certains pays. On fait un peu ce qu'on Ouais. veut. C'est vrai que ça nous a apporté Après, une prise de Ouais. conscience en fait. C'est parce que on s'en rend pas compte quand on est dedans et qu'on Mm. voit pas autre chose. Et c'est vrai que c'est ce qui nous a beaucoup marqué en rentrant, c'est qu'on se dit oh mais qu'est-ce qu'ils se plaignent les gens, ils sont jamais contents. Il y a toujours un truc qui va pas. Alors que dans tous les pays où on voyage, les gens ils ont 3 fois rien, Mm. ils sont pauvres, ils sont à la rue et ils sont Ils sont heureux. heureux. Et ça c'est vraiment une grande leçon de vie parce qu'on Mm. se rend compte que en fait on n'a pas à se plaindre autant quoi. Alors bien sûr, on a le droit d'être malheureux, d'avoir des petits soucis dans la vie, mais je trouve que c'est important de relativiser et le voyage nous a apporté ça et j'en suis très contente. Vous le referiez si vous deviez le refaire? 100 Le fois. voyage, Bah ah bah oui, on ne ferait que ça si on pouvait. Ça, on l'adopterait comme quotidien. Bah, Non, en tout cas, on encourage tout le monde à le faire parce que même si ça fait peur, il faut du courage quand même pour partir. Hein, parce que beaucoup de gens me disent ah, vous avez de la chance, etc. non, Je leur c'est dis un souvent, choix. c'est pas de la chance. Ça serait de la chance si on avait gagné au loto. Mais non, c'est surtout du courage de quitter son confort, de quitter sa vie stable pour partir vers l'inconnu. Et moi, j'encourage tous les gens qui hésitent à le faire à foncer parce que personne ne l'a jamais regretté. C'est forcément une expérience et ça apporte des choses indescriptibles qu'on peut pas vivre autrement que dans le voyage. Puis même si le fait de partir ça ne plaît pas, au moins tu regrettes pas de l'avoir fait. Tu sais que c'est pas fait pour toi ou que c'est fait pour toi, mais au moins tu l'as fait et tu te donnes un avis tranché sur la question. Que si tu dis ah j'aurais dû, tu le fais jamais, tu le regrettes. Donc faites-le, voyagez. Ouais, c'est clair. Et pour tous ceux qui ont peur justement de partir, parce que oui, c'est pas simple, qu'est-ce que vous leur diriez? Comment faire pour Franchir le pas. pour franchir le pas exactement? Tu prends un billet d'avion et tu y vas. Et la peur elle passe en une demi-heure. Mais le premier, enfin, comment faire pour prendre le billet d'avion quand t'as du mal à le faire? Ouais, ça c'est pas évident. Moi c'est vrai que dans mon cas du coup j'ai pas eu à prendre la décision parce qu'en fait soit je restais avec Guillaume et je partais avec lui, soit on se séparait. Donc pour moi la décision elle a été vite prise, j'avais envie de tenter l'expérience avec lui. Mais c'est vrai que quand t'es tout seul, je pense que c'est beaucoup plus difficile de se lancer. Et il faut se faire un peu violence en fait. Se dire que de toute façon on n'a rien à perdre. C'est comme dit Guillaume, si ça nous plaît pas, et c'est pas grave, c'est que c'était pas fait pour nous. Il sera toujours temps de rentrer et de reprendre sa vie d'avant. Oui, parce qu'on peut toujours écourter le voyage. Voilà, exactement. Ça arrive, il y a des gens qui se plaisent pas trop en voyage. Comme laissez quand même au moins 2-3 mois parce que souvent c'est dur au début et après. C'est sûr qu'il faut un temps d'adaptation. Mais ça m'arrive au début. Moi, au début, j'étais très stressée. Les 2 premières semaines. J'avais super peur, j'avais peur qu'il nous arrive quelque chose, j'avais peur des imprévus. Et j'ai appris au fur et à mesure du voyage à lâcher prise. Et c'est pour ça que je sais que c'est pas évident. Moi, au début, je pense que toute seule, j'aurais jamais eu le courage de partir. Même moi, tout seul, au début, quand j'organisais, je me tirais les cheveux sur certaines choses. Notamment les sorties de territoire. C'est là où j'ai découvert les sites pour les billets d'avion et tout ça. J'ai appris, même avant de voyager, j'ai appris à relativiser sur certains points. Et prendre mon premier billet que je devais prendre, ça s'est annulé après, mais c'est vrai que t'hésites au début de cliquer sur payer et puis t'es là, j'y vais pas, il faut pas réfléchir en fait. Ouais, il faut se lancer, il faut se faire violence et se lancer. Donner un coup de pied au cul comme on dit et après c'est le plus beau des choix quoi. On regrette pas du tout. Non, on regrette pas du tout. Merci encore à Maëva et Guillaume qui ont été mes premiers cobayes pour ce podcast. Si cet épisode vous a plu, restez connectés, je vous diffuserai prochainement le 3e et dernier épisode de cette interview avec notamment une expérience insolite dans une destination peu commune. À la prochaine! Si cet épisode vous a plu, vous pouvez liker et vous abonner sur votre plateforme favorite, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts. Et parlez-en autour de vous, partagez, c'est le meilleur moyen de le faire connaître au plus grand nombre. Vous pouvez retrouver les photos et vidéos de l'interview du jour sur mes réseaux sociaux En route vers le voyage sur Instagram, TikTok et Facebook. À très vite!